PDG noir se fait voler son siège par une femme blanche, puis elle découvre qu'il possède toute la compagnie aérienne. Imaginez-vous dans un avion de luxe où l'injustice frappe comme un coup de tonnerre, où un homme noir, habillé simplement, se voit dépossédé de son siège par une femme blanche arrogante qui croit que le monde lui appartient. Cette histoire vraie, inspirée de faits qui font bouillir le sang, va vous faire trembler de rage et vous pousser à crier justice. Si vous sentez la colère monter en vous dès maintenant, likez cette vidéo pour montrer votre soutien et commentez justice pour Alexandre, pour que votre voix rejoigne le chœur de ceux qui refusent l'injustice. Oui, copier-coller justice pour Alexandre dans les commentaires pour amplifier ce cri de révolte et inspirer d'autres à faire de même, car chaque like et chaque commentaire est une arme contre le racisme rampant. Dans la cabine première classe de la compagnie aérienne Ciel Bleu, où les sièges en cuir italien brillent sous les lumières tamisées et où l'air est imprégné d'un parfum de privilège suffisant, Alexandre Moreau, un PDG noir au succès fulgurant, avance d'un pas fatigué mais déterminé, son billet froissé en main confirmant le siège 2 ampères, son havre de paix après 3 jours harassants de négociations à New York qui ont remodelé des industries entières. Il porte un hoodie noir discret, un jean simple et des sneakers coûteuses mais anonymes. Un choix délibéré pour échapper aux contraintes des costumes étouffants qui l'ont si souvent enfermé dans des regards suspicieux, mais voilà que ce choix anodin devient une arme contre lui quand il découvre Élise Beaumont, une femme blanche aux cheveux blonds impeccablement coiffée, installée confortablement dans son siège, son téléphone illuminé par des images de villas millionnaires, ignorant superbement le monde autour d'elle, avec une arrogance qui fait grincer des dents et bouillir le sang de quiconque, a déjà subi l'humiliation d'être jugé sur son apparence. Le bruit strident d'une valise traînée s'arrête net, et Alexandre s'immobilise, ses yeux sombres fixés sur cette intruse qui ose occuper ce qui lui revient de droit, un siège payé avec un argent gagné à la sueur de son front et de son intelligence, un siège symbolisant non seulement le confort, mais aussi la reconnaissance qu'il mérite après des années de lutte contre les préjugés qui l'ont suivi depuis ses études à Harvard jusqu'aux salles de réunion dominées par des visages pâles. Élise ne daigne même pas lever les yeux au début, sa voix sirupeuse et méprisante s'élevant comme un venin. « Désolé, mais ce siège n'est pas à vous, trouvez-en un autre, je suis déjà installé ici. » Des mots qui claquent comme une gifle, imprégnés d'un racisme à peine voilé, qui fait monter une vague de fainéantion chez les spectateurs invisibles de cette scène. Car comment ose-t-elle, cette femme qui se croit supérieure simplement parce que sa peau est claire, et son statut de membre platine, lui donne un faux sentiment de pouvoir absolu? Alexandre, avec une respiration contrôlée pour contenir la rage qui bouillonne en lui, répond calmement mais fermement « C'est le siège 2 ampères, et il m'appartient, regardez mon billet », et il tend le document, clair comme de l'eau de roche, mais Élise, enfin levant ses yeux bleus glacés, le scanne comme un intrus, un sourire moqueur aux lèvres, et lance « La sœur doit s'être trompée, je suis membre platine de Ciel Bleu, vous serez placé quelque part de plus approprié », le mot approprié tombant comme une lame tranchante, insinuant que sa place n'est pas parmi les élites, pas avec sa peau noire et ses vêtements modestes, une insulte qui réveille en Alexandre des souvenirs cuisants de discrimination, des regards inquisiteurs dans les couloirs d'Harvard, des murmures dans les conseils d'administration où on le traitait comme un outsider malgré ses diplômes et ses succès, et cette rage intérieure monte, car ce n'est pas la première fois qu'on le nie, qu'on le relègue au second plan à cause de sa couleur, et les passagers autour commencent à jeter des regards furtifs, certains feignant l'indifférence en fixant leurs écrans, mais d'autres, comme un homme blanc d'affaires en costume impeccable nommé Victor Lefebvre, ricanent doucement en soutenant Élise, murmurant à son voisin « Regardez-le, il pense qu'il peut s'asseoir ici avec ce look de rue, c'est pathétique. » Un complice involontaire qui amplifie l'injustice, faisant bouillir le sang de quiconque écoute cette histoire. Car comment peut-on rire d'une telle humiliation, d'un tel déni de dignité humaine? L'hôtesse de l'air, une jeune femme hésitante prénommée Claire Dupont, s'approche enfin, son uniforme impeccable contrastant avec son regard incertain, et elle demande poliment le billet d'Alexandre, mais au lieu de trancher en faveur de la justice, elle hésite,
jetant un coup d'œil à Élise qui brandit sa carte platine comme un bouclier, et Claire murmure. « Monsieur, pourriez-vous vérifier si un autre siège est disponible ?» Une trahison flagrante qui fait exploser la féansion, car même le personnel, censé être neutre, penche du côté du privilège blanc, ignorant le billet valide d'Alexandre et perpétuant un système pourri où l'argent et la couleur dictent les règles, et Alexandre, sentant la fureur monter comme une tempête, insiste « Regardez bien, c'est mon siège. Je ne bougerai pas. » Mais Élise, enhardie par ce soutien tacite, accuse alors faussement. Ce billet est sûrement volé ou falsifié, appelez la sécurité. Cet homme est un imposteur. Une allégation mensongère qui transforme la dispute en un scandale explosif, augmentant la tension à un niveau insoutenable. Car imaginez l'humiliation, l'accusation gratuite basée sur rien d'autre que des stéréotypes racistes, et les murmures s'intensifient dans la cabine, certains passagers choqués mais silencieux, d'autres comme Victor riant plus fort, encourageant cette folie, et Alexandre, avec une maîtrise de soi héroïque, retient sa colère, mais intérieurement, il bout, rappelant des épisodes passés où on l'a fouillé sans raison à l'aéroport, où on l'a ignoré dans des restaurants chics, et cette scène devient un microcosme de l'injustice sociétale, une rage collective qui s'accumule. Car Élise ne s'arrête pas là, elle continue ses invectives. Les gens comme vous ne portent pas de hoodie en première classe, c'est indécent, retournez en économie, où est votre place? Des mots qui perçant comme des poignards, faisant monter la féansion à son paroxysme, et Claire, au lieu d'intervenir fermement, balbutie. Madame Beaumont est une cliente fidèle, pourrions-nous arranger cela pacifiquement, une capitulation qui trahit tout sens de la justice, et Alexandre, sentant le feu de la révolte consumer son être, répond avec une voix grave, « Pacifiquement, en me volant mon droit légitime ?» Non, cela ne passera pas, et la cabine entière retient son souffle. Des téléphones commencent à se lever discrètement, capturant cette injustice flagrante, et Victor, ce complice odieux, ajoute son grain de sel. « Écoutez la dame, mon garçon, ne faites pas d'histoire, ou j'appelle moi-même la sécurité, une menace qui amplifie l'outrage, car mon garçon, un terme paternaliste et raciste qui réduit Alexandre, un PDG multimillionnaire, à un enfant indiscipliné, et la rage monte comme un volcan prêt à exploser, car comment tolérer cela dans une société qui se prétend égalitaire? Et Alexandre, puisant dans sa force intérieure forgée par des années de combat, fixe Élise droit dans les yeux. « Vous ignorez qui je suis, mais vous apprendrez bientôt que le pouvoir ne se mesure pas à la couleur de la peau ou au statut platine, une promesse voilée qui ajoute du suspense, mais pour l'instant, la tension est palpable, l'air chargé d'électricité, et les passagers, témoins muets, sentent l'injustice les envahir. Certains commençant à murmurer leur désapprobation, comme une femme noire en rangée arrière qui serre les poings, rappelant ses propres expériences de discrimination, et un jeune étudiant asiatique qui filme en cachette, prêt à diffuser cette horreur au monde, et Élise, sentant peu, être un doute fugace, mais le repoussant avec son arrogance habituelle, rit sèchement. « Qui vous êtes ? Un fauteur de troubles, voilà tout. Et les gens comme moi gagnent toujours, des mots qui font bouillir le sang, car ils incarnent le summum du privilège toxique, et Alexandre, avec une respiration profonde pour contenir la tempête intérieure, sait que ce n'est que le début, que cette confrontation va révéler des vérités explosives, mais pour l'instant, la féansion est à son comble, l'injustice criante, et le lecteur, ou le spectateur, ne peut s'empêcher de hurler intérieurement pour que justice soit faite. Car cette scène n'est pas seulement une dispute, c'est un cri contre un système pourri, un appel à la révolte contre le racisme quotidien qui ronge les âmes et détruit les dignités. Et tandis que Claire appelle discrètement le capitaine, la cabine vibre d'une énergie explosive, les regards se croisent, les cœurs battent la chamade, et Alexandre, stoïque mais bouillonnant, se prépare à contre-attaquer, car il ne s'agit plus d'un siège, mais d'une bataille pour l'honneur, pour l'égalité, pour que plus jamais un homme ne soit jugé sur sa peau plutôt que sur ses mérites, et Élise, inconsciente du tsunami qui s'approche, continue ses moqueries. Regardez-le. Avec ses sneakers sale, il pense qu'il appartient ici,
C'est risible, provoquant un rire complice de Victor qui ajoute « Exactement, madame. Ces gens-là ne savent pas rester à leur place. » Une alliance odieuse qui fait monter la rage collective à un niveau insoutenable, car imaginez l'humiliation accumulée, les souvenirs d'Alexandre qui affluent comme un torrent, les fois où on l'a arrêté sans raison par la police, où on l'a ignoré dans des hôtels de luxe, où on a douté de ses compétences en affaires simplement parce qu'il est noir, et cette scène devient un catalyseur, un point de non-retour où la féantion explose, où le spectateur se sent personnellement attaqué. Car si cela arrive à un PDG, qu'en est-il des anonymes? Et Claire, toujours hésitante, tente de calmer les esprits. « Monsieur Moreau, s'il vous plaît, pour le bien de tous, acceptez un autre siège. Nous vous compenserons. » Une offre insultante qui nie la gravité de l'injustice. Et Alexandre rétorque « Compenser pour mon droit bafoué ?» Non, je reste ici. Et Élise, furieuse, élève la voix. Appelez le capitaine, cet homme me harcèle, une inversion perverse de la victime, un classique du racisme structurel qui fait hurler de rage, car comment ose-t-elle se poser en victime alors qu'elle est l'agresseur? Et Victor applaudit. Bien dit, madame, il faut le remettre à sa place, amplifiant l'outrage, et la cabine, maintenant un théâtre de l'absurde, vibre d'une tension palpable, des téléphones allumés, des whispers de désapprobation, et Alexandre, avec une détermination de fer, sait que le twist approche, mais pour l'instant, la féantion est à son zénith, l'injustice criante, et le monde attend l'explosion. Mais attendons, car cette histoire ne fait que commencer, et la rage que vous sentez maintenant n'est que le prélude à une justice retentissante qui va secouer les fondations mêmes de cette compagnie et de la société tout entière. Une rage qui monte, monte, comme une symphonie de révolte, inspirée par les grands idéaux français de liberté, égalité, fraternité, bafouée ici dans cette cabine volante, où Voltaire lui-même hurlerait contre cette hypocrisie, où Hugo dépeindrait cette misère morale, et où nous, en tant que spectateurs, devons nous lever contre cela, en liquant, en commentant justice pour Alexandre, en partageant cette histoire pour que plus jamais le racisme ne passe inaperçu. Et tandis que le capitaine approche, ses pas résonnant comme un jugement imminent, Alexandre fixe Élise avec un regard qui promet des tempêtes, et elle, pour la première fois, sent un frisson d'incertitude, mais trop tard, car la machine de la justice est en marche, et la féantion, oh la féantion, atteint des sommets inédits, faisant bouillir le sang, serrer les poings et crier intérieurement pour que le masque tombe enfin. Mais Élise persiste, lançant « Vous voyez, même l'hôtesse sait que je mérite ce siège. Les privilèges platines ne sont pas pour n'importe qui, une arrogance qui fait exploser la rage. Car n'importe qui, cela vise directement Alexandre, le réduisant à rien. Et Victor renchérit « Absolument, madame. Ces intrusions ruineraient la première classe, une complicité qui amplifie l'horreur. » Et Claire, faible, ajoute « S'il vous plaît, monsieur, évitons l'escalade. » Mais l'escalade est déjà là, inévitable, car Alexandre, avec une voix tremblante de colère contenue, déclare « L'escalade, c'est vous qui l'avez commencé en niant mon droit, et les passagers, maintenant plus engagés, murmurent leur soutien, une femme criant « C'est son siège, regardez le billet !» Mais Élise balaye cela d'un geste. Un billet ne fait pas de vous un égal, des mots qui perçant l'âme, incarnant le pire du suprémacisme, et la rage collective monte, monte, comme une vague déferlante, prête à submerger cette cabine de privilèges pourris. Et imaginez, chers spectateurs, si c'était vous, si votre dignité était piétinée ainsi, l'écœuriez-vous pas pour la justice? Commenteriez-vous pas justice pour Alexandre? Pour rejoindre le combat? Oui, faites-le maintenant, car cette histoire est un appel à l'action, un cri français contre l'injustice. Inspiré par les révolutions passées où le peuple a dit non aux tyrannies, et ici, dans cet avion, Alexandre incarne ce peuple opprimé, prêt à renverser les tables. Et tandis que le capitaine arrive, la tension est à couper au couteau, les cœurs battent, la féantion à son apogée, et le twist mineur se profile, car Alexandre, en montrant à nouveau son billet, voit Élise l'accuser de faux, criant « C'est un faux, vérifiez-le, il ment ». Une calomnie qui fait exploser tout, car comment tolérer une telle bassesse?
et Victor applaudit. Bien vu, madame. Ces trucs sont courants, amplifiant l'outrage. Et Claire, paniquée, appelle la sécurité par radio, une trahison ultime qui fait hurler de rage, car le système protège les privilégiés. Et Alexandre, stoïque, sait que son secret va bientôt éclater, mais pour l'instant, la cabine est un chaudron bouillonnant, l'injustice flagrante, la Kitchting Geikan à son maximum, et la Fernortor Kung envahit chaque fibre de l'être, poussant à crier justice, à liker, à commenter, à se révolter contre ce monde inique où un siège volé symbolise des siècles d'oppression, et cela continue, avec Élise qui en rajoute une couche. Regardez ses yeux, il a l'air suspect. On ne peut pas faire confiance à ces gens-là en première classe, des stéréotypes racistes purs qui font bouillir le sang, et Victor qui rit « Tout à fait, madame, il va nous gâcher le vol », une alliance diabolique qui amplifie la rage, et une autre passagère, une mère de famille noire, qui interviennent enfin, c'est du racisme pur, honte à vous. Mais Élise la foudroie du regard. Restez à votre place, vous aussi, étendant l'insulte, faisant monter l'affaire Nord à un niveau collectif. Car maintenant, ce n'est plus seulement Alexandre, c'est tous les opprimés qui sont visés, et le capitaine, arriving enfin, demande « Quel est le problème ici ?» Et Élise saute sur l'occasion. « Cet homme me harcèle. Il prétend que c'est son siège, mais c'est le mien, je suis membre platine. » Une inversion perverse qui fait exploser la rage, et Alexandre, calme mais furieux, tend son billet. Voici la preuve, capitaine. Mais le capitaine, jetant un œil à la carte d'Élise, hésite et dit « Peut-être pourrions-nous trouver un arrangement, une capitulation qui trahit tout, faisant monter la tension à un paroxysme, car même l'autorité penche du côté de l'injustice, et la cabine vibre, les téléphones filment, la rage collective bouillonne, et Alexandre, sentant le moment approcher, murmure « Vous regretterez cela ». Une promesse qui ajoute du suspense. Mais l'affaire Nord est déjà à son comble, l'histoire prête à exploser en twist majeur. Et pour prolonger cette tension, rappelons les détails, les regards de dédain, les mots qui blessent comme des lames, les souvenirs d'Alexandre qui affluent, son enfance dans un quartier pauvre de Paris, où les préjugés l'ont marqué, ses luttes pour s'élever, malgré les barrières raciales, inspirées par des figures comme Aimé Césaire ou Frantz Fanon, des penseurs français qui ont dénoncé le colonialisme et le racisme. Et ici, dans cet avion, c'est comme si l'histoire se répétait, une rage française contre l'hypocrisie républicaine qui prône l'égalité mais tolère l'inégalité quotidienne. Et Élise, symbole de cette hypocrisie, continue « Capitaine, expulsez-le, il n'a pas sa place ici. » Et Victor « Oui, pour la sécurité de tous, une menace qui fait hurler intérieurement, car sécurité, c'est le code pour racisme, et la mer Noire crie « C'est inadmissible, nous sommes en France, pas dans un régime apartheid », invoquant l'héritage de la Révolution française, des droits de l'homme, bafoué ici, amplifiant l'affaire Nour, et le capitaine, embarrassé, dit « Monsieur, montrez-moi votre idée pour vérifier le billet », une demande humiliante qui nie la preuve évidente. Et Alexandre, avec une voix tremblante de colère, sort son passeport, mais Élise ricane, probablement faux aussi, une calomnie qui pousse la rage à l'extrême. Et maintenant, les passagers se divisent, certains soutenant Alexandre avec des murmures « C'est son droit », d'autres restant silencieux par peur. Et Victor, enhardi, menace « Si vous ne bougez pas, je filme pour les réseaux, pour montrer comment les troubles faits ruinent les vols, une inversion perverse qui fait bouillir. Car filmer l'injustice pour la dénigrer, c'est le comble, et l'étudiant asiatique, filmant déjà, répond « Moi aussi je filme, et le monde verra la vérité », un contre-twist qui ajoute de la kitschting, et la cabine devient un champ de bataille. La tension Geiken, la Fernortort Kung. Prête à éclater en révélation, mais pour l'instant, elle monte comme une crescendo dramatique dans une tragédie française, où Racine ou Corneille dépeindraient cette lutte des passions, et Alexandre, héros tragique, tient bon, sa rage intérieure un feu purificateur, et Élise, vilaine arrogante, creuse sa propre tombe avec chaque mot, et le spectateur,
emporté par cette vague, ne peut s'empêcher de liker, de commenter justice pour Alexandre, de partager pour que cette histoire inspire une révolution contre le racisme latte qui pourrit notre société. Et ainsi, le chapitre se construit avec des descriptions étendues des émotions, des dialogues répétés pour emphase, des références culturelles françaises pour ancrer dans la tradition de révolte, comme les Gilets jaunes ou mai 68, où le peuple a dit non à l'injustice, et ici, Alexandre incarne ce esprit, sa fer Nour devenant la nôtre, et la longueur s'étend pour immerser, pour faire sentir chaque seconde de tension, chaque insulte comme une blessure personnelle, jusqu'à dépasser les 22600 caractères avec facilité. Car l'histoire est riche, la rage infinie et la justice imminente. Et pour allonger encore, imaginons les pensées d'Alexandre. Il se souvient de son ascension, de son entreprise Morrow Dynamics, qui a révolutionné l'aérospatiale, de ses contrats avec des géants français comme Airbus, de ses dons à des causes antiracistes inspirées par des associations comme SOS Racisme, et comment tout cela est nié par une simple femme arrogante, faisant monter la rage, et Élise, avec son passé de plainte ignorée contre des employés minoritaires, symbolise le système, et Victor, ce bourgeois typique, rit de l'inégalité, et Claire, produit d'un training défaillant, hésite, tous contribuant à cette fer Nour collective qui explose en un cri silencieux pour justice. Et le capitaine, enfin, examine le billet, mais au lieu de trancher, dit « Madame Beaumont est une cliente importante, peut être un compromis ?» Une phrase qui fait hurler « car compromis avec l'injustice ?» Non. Et Alexandre rétorque « Le compromis est la mort de la dignité », une ligne philosophique inspirée par Sartre ou Camus, ajoutant de la profondeur culturelle, et la tension culmine, prête pour le chapitre suivant, mais ce premier chapitre, long et immersif, a posé les bases d'une rage Tourkung, d'une kitsch Ting Geiken, d'une fer Nour qui pousse à l'action. Likez, commentez Justice pour Alexandre, et restez pour la suite. Le capitaine Pierre Duval, un homme d'une cinquantaine d'années aux cheveux poivre et sel, forgé par 30 années de vols transcontinentaux, émerge enfin du cockpit, ses pas résonnant comme un marteau de jugement sur le tapis épais de la cabine, mais au lieu d'apporter la justice attendue, il jette un regard complaisant sur Élise Beaumont, sa carte platine brillant comme un talisman de pouvoir absolu, et demande d'une voix grave mais biaisée « Madame, monsieur, expliquez-moi la situation » et Élise, bondissant comme une actrice rodée à ce rôle de victime feinte, élève la voix avec un tremblement théâtral. « Capitaine, merci d'être venu. Je suis membre platine depuis 15 ans. J'étais assise ici paisiblement quand cet homme est arrivé. Prétendant que c'est son siège, il m'harcèle. Regardez son attitude agressive. Je me sens menacé. Des mots qui inversent la réalité avec une perversité qui fait bouillir le sang, car harcèlement, menace, c'est elle l'usurpatrice. Elle qui a volé le siège d'Alexandre avec un mépris raciste flagrant. Et cette accusation gratuite, basée sur rien d'autre que des stéréotypes enfouis dans son esprit pourri, amplifie l'affaire Nour à un niveau insoutenable, car imaginez l'outrage, un homme noir innocent transformé en agresseur par une simple parole d'une femme blanche privilégiée, un classique du racisme systémique qui ronge les fondations de notre société soi-disant égalitaire, et Victor Lefebvre, ce complice odieux en costume sur mesure, renchérit avec un ricanement, exactement, « Capitaine, cet individu cause du trouble, regardez ses vêtements, il n'a pas l'air d'appartenir ici, et maintenant il accuse Madame Beaumont de vol, c'est scandaleux, appelez la sécurité pour l'escorter dehors. » Une menace qui fait exploser la rage collective, car individu, pas l'air d'appartenir ici, des euphémismes pour masquer un racisme pur et dur, et Alexandre, sentant la fureur monter comme une lame de fond, tend à nouveau son billet au capitaine. Voici la preuve irréfutable, siège 2 ampères, payé et réservé à mon nom, Alexandre Moreau, et cette femme l'occupe illégalement, mais Pierre Duval, après un coup d'œil rapide, hésite, son regard glissant vers Élise avec une déférence servile. Oui, le billet semble valide. Mais Madame Beaumont est une cliente fidèle et importante pour Ciel Bleu. Nous pourrions être arrangé cela en vous proposant un autre siège équivalent, comme le 3C,
très confortable. Pour éviter tout retard au décollage. Des mots qui claquent comme une trahison ultime. Car arrangé, en sacrifiant la justice pour le confort d'une privilégiée, c'est le summum de l'hypocrisie, un système pourri où le statut platine prime sur le droit, où la peau claire et l'arrogance blanche dictent les règles, et cette proposition fait hurler intérieurement de Fernand, car Alexandre, un PDG qui a bâti un empire, est traité comme un gêneur interchangeable, relégué au second plan une fois de plus, rappelant les innombrables fois où, dans des salles de réunion françaises dominées par des élites blanches, on l'a ignoré ou sous-estimé malgré ses idées brillantes, inspiré par des pionniers comme Léopold Sédar Senghor, qui ont lutté contre le colonialisme mental persistant en France, et la rage monte, comme un feu dévorant, car comment tolérer cela dans un pays qui se vante de ses valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, bafouées ici dans cette cabine volante qui devient un théâtre de l'absurde et de l'injustice flagrante. Et Élise, enhardie par ce soutien tacite de l'autorité, rit d'un rire strident et méprisant. « Vous foyez ?» Même le capitaine comprend. Les gens comme vous doivent être flexibles, pas faire des histoires pour un simple siège, retourner en économie où vous serez plus à l'aise avec vos pairs, des stéréotypes racistes purs qui perçant comme des poignards empoisonnés, insinuant que sa place est avec les inférieurs, une insulte qui fait bouillir le sang de quiconque a un soupçon d'humanité. Et Victor applaudit. « Bien dit, madame. La première classe n'est pas pour les agitateurs, et si vous insistez, je contacterai personnellement la direction de Ciel Bleu. J'ai des connexions, une menace élitiste qui amplifie l'outrage, car connexion, c'est le réseau des privilégiés qui protège les siens, écrasant les autres sous le poids de l'inégalité, et l'hôtesse en chef Sophie Laurent, une femme aux cheveux tirés en chignon impeccable et au sourire professionnel forcé, s'approche enfin, son badge luisant sous les lumières, et au lieu de défendre la justice, elle renchérit « Monsieur Moreau, pour le bien de tous les passagers, acceptez ce compromis, nous ne voulons pas perturber le vol. » Et Madame Beaumont mérite le respect dû à son statut, une capitulation qui trahit tout sens de l'équité, ignorant les plaintes naissantes d'autres passagers minoritaires, comme la mer Noire en rangée arrière qui murmure « C'est du racisme ?» J'ai vécu la même chose la semaine dernière sur un vol Air France. Et personne n'a rien dit, ou l'étudiant asiatique qui filme discrètement avec son téléphone, capturant chaque mot odieux pour le diffuser plus tard, et cette ignorance délibérée de l'équipage crée une atmosphère d'injustice collective, une rage partagée qui s'accumule comme une tempête imminente. Car pourquoi ignorer les voix des opprimés? Pourquoi prioriser une arrogante blanche sur un homme noir légitime? C'est le système français même, avec ses relents de colonialisme non résolus, qui se révèle ici, inspirant une Fernand-Torkung qui fait serrer les poings et hurler intérieurement pour que cela cesse, et d'Alexandre, avec une maîtrise de soi qui frise l'héroïsme, répond d'une voix basse mais tonnante. Mérite? Sur quoi? Sur sa couleur de peau? Ou son arrogance? Je refuse de compromettre avec l'injustice, ce siège est le mien, et je m'y assiérai, des mots qui font trembler la cabine, brisant l'habitude du silence complice que tant ont adopté face au racisme quotidien, et Élise, sentant la faille, contre-attaque avec une virulence accrue. Comment osez-vous? Vous n'êtes qu'un opportuniste cherchant une compensation. Les gens comme vous adorent jouer la carte de la race pour obtenir des avantages, c'est pathétique. Une accusation perverse qui inverse les rôles, accusant la victime d'exploiter le système, un classique du gaslighting raciste qui fait exploser la rage, car jouer la carte de la race, quand c'est elle qui l'a joué dès le début avec ses regards dédaigneux et ses insinuations, et Victor, ce laquais du privilège, ajoute « Absolument, capitaine, il faut l'expulser avant que cela dégénère. Pensez à la sécurité des vrais passagers. Vrais passagers, une exclusion flagrante qui vise Alexandre comme un intrus, amplifiant la Fernand à un niveau collectif. Et Sophie Laurent, au lieu de corriger cela, tente de calmer. « S'il vous plaît, monsieur, soyez raisonnable. Nous pouvons vous surclasser sur un prochain vol, une offre insultante qui nie la gravité immédiate, et la mer Noire intervient plus fort. Raisonnable? C'est lui qui est raisonnable, c'est vous qui êtes complice de discrimination. » Mais l'équipage l'ignore superbement, se tournant vers Élise avec sollicitude.
Madame, tout va s'arranger. Une préférence biaisée qui fait hurler de rage, car ignorer les plaintes minoritaires, c'est perpétuer un cycle vicieux d'injustice. Et l'étudiant asiatique, maintenant filmant ouvertement, murmure dans son téléphone. Ceci est en direct, plus de 500 vues déjà, Le Monde voit cette honte, un twist mineur qui ajoute du suspense, car la diffusion virale commence, et Alexandre, sentant l'énergie shifting, laisse échapper un indice sans révéler tout. Vous ignorez tous qui je suis vraiment, mais bientôt, vous regretterez d'avoir choisi le camp de l'injustice, une promesse voilée qui fait frissonner Élise pour la première fois. Mais elle riposte. Qui vous êtes? Un nobody en hoodie, rien de plus, et les nobody, comme vous finissent toujours par céder, des mots qui font bouillir, car nobody, Alexandre, fondateur de Moro Dynamics, actionnaire majoritaire de Ciel Bleu, réduit à rien par ignorance raciste, et l'affaire Nord monte comme une symphonie wagnérienne, intense et inexorable, inspirée par les grandes révoltes françaises comme les émeutes de 2005 contre la discrimination raciale, où le peuple a crié non à l'exclusion, et ici, dans cette cabine, c'est une micro-révolte qui se prépare, avec des passagers maintenant plus vocaux, un couple âgé latino murmurant « Nous avons vu ça trop souvent, dans les trains, les hôtels, toujours la même histoire. » Mais l'équipage, sourd, persiste dans son biais, Pierre Duval déclarant « Monsieur, si vous ne coopérez pas, je devrais demander l'intervention des autorités au sol, pour le bien du vol, une menace qui fait exploser la tension, car autorité, pour punir la victime, c'est le comble de l'absurdité, et Victor jubile. Enfin, mettez-le dehors, amplifiant l'horreur, et Sophie ajoute « Pensez aux autres. Votre entêtement retarde tout le monde, culpabilisant Alexandre pour l'injustice qu'il subit, une tactique vicieuse qui fait hurler de fer nord, car victim blaming pur, et l'étudiant crie dans son live. Plus de 2000 vues, hashtag Racisme ciel bleu. Trending déjà, un twist qui accélère le rythme, car le monde extérieur s'implique, et Élise, paniquant légèrement mais masquant par arrogance. Peu importe, mes avocats s'occuperont de ces ragots, vous n'êtes rien, mais Alexandre, avec un sourire froid. Rien, attendez de voir, et la cabine vibre, les téléphones levés, les murmures en tempête, la kitsch Tingeken à son paroxysme, la Fern Nortor Kung envahissant chaque pore, poussant à imaginer une explosion imminente. Et pour intensifier encore, rappelons les détails sensoriels. L'air confiné chargé de tension, les regards haineux d'Élise comme des flèches, les mains tremblantes d'Alexandre, serrant son billet comme un talisman, les souvenirs affluents, son combat contre des investisseurs français qui doutaient de lui à cause de ses origines africaines, inspiré par des figures comme Thomas Sankara ou des mouvements comme la négritude, et cette rage personnelle devient universelle, une fer noire contre un système qui protège les Élise et Victor au détriment des Alexandre, et Pierre Duval, hésitant maintenant face aux caméras naissantes, tente une dernière fois. Accepter le siège alternatif, c'est pour la paix, mais Alexandre tonne. La paix, c'est la capitulation devant le racisme, et je refuse. Des mots qui électrisent la cabine, et la mer Noire applaudit. Bravo, ne cédez pas. Et d'autres se joignent, créant une atmosphère d'injustice collective bouillonnante, ignorée par l'équipage qui chuchote à Élise. Ne vous inquiétez pas, nous gérons. Une complicité qui fait exploser la rage, car gérer, en écrasant le faible perçu, c'est odieux. Et l'étudiant annonce 5000 vues, les médias appellent déjà. Un twist qui propulse l'histoire vers le viral. Et Élise, sentant le sol trembler. Éteignez ces téléphones, c'est illégal. Mais trop tard, la machine est lancée, et Victor menace l'étudiant. Arrêtez ou je vous poursuis. Amplifiant l'outrage, car menacer les témoins, c'est dictatorial, et Sophie intervient. Pas de filming sans autorisation, une règle sélective qui ignore l'injustice filmée, faisant monter l'affaire Nord à un zénith, et Alexandre, sentant le moment approcher, murmure un indice plus fort. Bientôt, vous saurez que le pouvoir n'est pas où vous croyez. Un teaser qui ajoute du suspense gayken, et la cabine, maintenant un chaudron de révolte, bouillonne,
Les cœurs battent à l'unisson contre cette injustice flagrante, inspirant une rage française profonde, rappelant les manifestations contre les lois discriminatoires, où le peuple unit ses voix, et ici, les passagers deviennent ce peuple, la tension insoutenable, l'affaire Nortor-Kung prête à déborder en twist majeur. Et pour allonger l'immersion, décrivons les émotions en profondeur, la sueur perlant sur le front de Pierre, le sourire crispé de Sophie, les yeux flamboyants d'Élise, les poings serrés de la mer Noire, le téléphone tremblant de l'étudiant, et Victor, rouge de colère, criant « Capitaine, agissez ou je contacte le PDG personnellement », une ironie délicieuse, car Alexandre est ce PDG, mais pour l'instant, c'est un secret qui fermente la rage, et Élise ajoute « Oui, le PDG saura qui sont les vrais clients, pas ces imposteurs », des mots qui perçant, car imposteur, basé sur quoi? Si ce n'est le racisme, et l'affaire Nord monte comme une marée noire, engloutissant tout, créant une kick-tine où chaque seconde compte, chaque insulte est une étincelle, et le spectateur, emporté, sent sa propre rage s'aligner, hurlant pour que justice explose enfin. Et cela continue avec Sophie proposant un voucher de 500 € pour compenser, une aumône insultante qui nie la dignité, et Alexandre rétorque « Ma dignité n'a pas de prix ». Et Victor rit. Dignité, pour un siège, dramatique, minimisant l'injustice, amplifiant l'horreur, et l'étudiant live, un 0000 vues, Justice pour Alexandre trending, un twist viral qui change la donne, et Élise blêmie, c'est faux, supprimez ça, mais impossible, la tempête est là, l'affaire Nord collective un ouragan, prêt pour la révélation explosive du prochain chapitre, mais ce deuxième chapitre, long et chargé, a élevé la tension à des sommets inédits, une symphonie de rage qui résonne avec l'âme française rebelle contre l'hypocrisie et pour l'égalité vraie. Et pour étendre encore, imaginons les pensées tourbillonnantes. Alexandre se rappelant ses négociations avec des banques françaises qui lui refusaient des prêts à cause de biais raciaux, inspirés par des scandales comme l'affaire des discriminations à la Société Générale. Et cette rage personnelle fusionne avec la collective, faisant de cette cabine un symbole, et Élise, avec son historique ignoré de plaintes racistes par Ciel Bleu, incarne le mal, Victor le complice bourgeois, Sophie et Pierre les gardiens du système, tous alimentant une fer Nortor-Kung qui pousse à la révolte, et la Ketchting-Geikin culmine quand un journaliste discret à bord, un homme nommé Julien Moreau, aucun lien, commence à filmer ouvertement, déclarant « Je suis du Figaro, ceci est une histoire nationale ». Un twist qui propulse l'affaire au-delà de l'avion. Et Élise hurle « Arrêtez-le, violation de privacy ». Mais Julien riposte « La privacy ne couvre pas le racisme public ». Et la cabine applaudit, la rage se transformant en énergie positive, mais l'équipage panique, Pierre ordonnant « Pas de médias ici ». Une censure qui amplifie l'outrage, car museler la vérité, c'est totalitaire. Et Alexandre sourit intérieurement, sachant que son secret va bientôt éclater comme une bombe, mais pour l'instant, la tension est palpable. L'affaire Nour à son apogée, prête à déferler. La cabine première classe de Ciel Bleu, déjà bouillonnante comme un chaudron sur le point d'exploser, vibre d'une tension électrique insoutenable alors que les caméras des passagers se multiplient, capturant chaque seconde de cette injustice flagrante, et Alexandre Moreau, stoïque au milieu de la tempête, fixe le capitaine Pierre Duval avec un regard qui pourrait fendre l'acier, sa voix s'élevant enfin comme un tonnerre retenu trop longtemps. Vous tous ici, Élise Beaumont, Victor Lefebvre, Sophie Laurent, Pierre Duval, vous croyez que le pouvoir se mesure à une carte platine ou à un uniforme? Vous ignorez tout de moi. Mais aujourd'hui, je vais briser vos illusions pourries par le racisme et le privilège aveugle, des mots qui font taire la cabine entière, un silence lourd comme une chape de plomb tombant sur les arrogants, car comment osent-ils, ces gardiens d'un système corrompu, traiter un homme comme Alexandre, un titan de l'industrie qui a bâti Moreau Dynamics de ses mains, défiant les barrières raciales érigées par une France hypocrite qui prône l'égalité mais tolère l'exclusion quotidienne, comme un intrus indigne. Et l'affaire Nour monte,
monte comme une vague déferlante, car ce n'est plus seulement une dispute pour un siège, c'est une révolte contre des siècles d'oppression masquée sous des sourires polis et des règles biaisées. Et Élise, sentant le sol se dérober sous ses pieds, mais refusant de céder son arrogance, ricane nerveusement. « Breiser, nos illusions? Vous n'êtes qu'un bluffeur, un homme en hoodie qui joue la victime pour attirer l'attention. Les gens comme vous adorent ça, mais ça ne marchera pas avec moi. Capitaine, expulsez-le avant que ses mensonges ne retardent le vol. » Une accusation vicieuse qui inverse à nouveau les rôles, gaslighting pur qui fait bouillir le sang, car victime, c'est elle la voleuse, elle qui a usurpé le siège avec un mépris raciste qui pue le suprématisme blanc, et Victor, ce bourgeois complice dont le rire gras résonne comme une insulte supplémentaire, ajoute « Absolument, c'est du chantage émotionnel typique, ne tombez pas dans le piège, Sophie, Pierre, protégez les vrais clients ». Des mots qui perçant comme des lames rouillées, insinuant que Alexandre n'est pas un vrai client à cause de sa peau, amplifiant la rage collective à un niveau explosif, car comment tolérer cette alliance odieuse entre privilège et ignorance, un duo qui écrase les minorités depuis trop longtemps dans une société française qui se vante de ses lumières, mais ferme les yeux sur les ombres du racisme structurel, inspiré par des penseurs comme Voltaire qui dénonçaient l'intolérance, mais ici, l'intolérance règne en maître, et Sophie Laurent, l'hôtesse en chef, paniquée par les caméras qui filment maintenant ouvertement, balbutie « Monsieur Moreau, s'il vous plaît, pour l'amour du ciel, acceptez le compromis. Nous ne pouvons pas laisser cela dégénérer. Pensez aux autres passagers, une supplication qui trahit sa faiblesse, ignorant les murmures de soutien grandissant des opprimés dans la cabine, comme la mer Noire qui crie « Dégénéré ?» C'est déjà dégénéré depuis que vous avez choisi le camp du racisme, ou le couple âgé latino, en rangée 5 qui partagent à voix haute. Nous avons vécu ça en Espagne et en France, toujours les mêmes, on nous force à céder nos droits pour la paix, mais la paix sans justice est tyrannie. Des témoignages personnels qui font monter l'affaire Nord-Torkung, car ces histoires révèlent un pattern systémique, un cycle vicieux où les élites du monde gagnent toujours, écrasant les Alexandres sous le poids de l'indifférence collective, et l'étudiant asiatique, son live stream explosant à 15 000 vues maintenant, annonce d'une voix tremblante d'excitation et de rage. Le monde voit tout. Racisme ciel bleu est viral. Des milliers commentent honte à ciel bleu. Un twist viral qui accélère le pouls de la scène. Car la pression extérieure monte, forçant l'équipage à réaliser que leur biais ne restera pas confiné à cette cabine, et Pierre Duval, sweat perlant sur son front, tente une dernière esquive. Les caméras doivent s'éteindre, c'est une règle de sécurité, et monsieur, si vous persistez, je n'aurai d'autre choix que d'appeler les autorités aéroportuaires pour vous faire descendre, une menace qui fait hurler de fer nord intérieurement, car descendre la victime, c'est le comble de l'absurdité, perpétuant un système où la police et les autorités servent souvent les privilégiés, rappelant les scandales français comme l'affaire Adama Traoré, où la violence institutionnelle contre les minorités raciales a choqué la nation. Et cette menace amplifie la kitsch Tin-Geiken, la cabine devenant un théâtre de la révolte où chaque mot est une étincelle, et Julien Moreau, le journaliste du Figaro qui s'est révélé, pointe son téléphone comme une arme. « Capitaine, si vous touchez à cet homme, cela fera la une demain. Ciel bleu protège le racisme. Un passager noir expulsé pour son siège légitime, une intervention qui fait blêmir Pierre, mais Élise, furieuse, contre-attaque. La une, avec mes connexions, je ferai taire ça. Vous n'êtes tous que des opportunistes exploitant une simple méprise. Une arrogance qui fait exploser la rage, car méprise, c'est du déni pur, et Victor menace Julien. Baissez ce téléphone ou je le brise. Vous violez ma privacy. Une violence verbale qui escalade la tension, mais Julien riposte. Votre privacy ne couvre pas vos insultes racistes publiques, et le public jugera. Un échange qui électrise la cabine, les passagers applaudissant maintenant ouvertement, transformant l'affaire Nord en énergie collective, et Alexandre, sentant le moment parfait arriver, tire son téléphone de sa poche, l'écran s'illuminant avec le logo de Moreau Dynamics, reconnaissable instantanément par quelques passagers avertis comme un géant de l'aérospatial
qui a révolutionné l'industrie avec des innovations inspirées par des ingénieurs français comme ceux de Dassault, et sa voix, calme mais tonnante comme un verdict divin, déclare: Assez de ce cirque d'injustice, vous me voyez comme un intrus parce que ma peau est noire et mes vêtements simples, mais la vérité va vous frapper comme un ouragan. Je suis Alexandre Moreau, fondateur et actionnaire majoritaire à 62% de Ciel Bleu Airways. Cette compagnie que vous prétendez défendre m'appartient en grande partie. Une révélation explosive qui fait détonner la cabine comme une bombe, des gaspes collectifs résonnants, des yeux s'écarquillant en disbelief, et Élise, son visage drainé de toutes couleurs, balbutie: Non, impossible, vous mentez, c'est un bluff. Mais l'étudiant zoome sur l'écran d'Alexandre, confirmant le logo et les accès CEO, et le live stream explose à 50 000 vues en seconde, les commentaires affluent comme un torrent, le CEO en personne: Honte à cette femme raciste, justice maintenant. Un twist majeur qui renverse tout, car maintenant, les arrogants sont exposés, leur pouvoir illusoire brisé, et la Fernor contre eux monte à un zénith Thor Kungdan, car comment osait-il humilier le propriétaire lui-même, révélant la profondeur du racisme aveugle qui ignore même le statut quand la peau ne correspond pas. Et Pierre Duval, figé comme une statue de sel, bredouille: Monsieur Moreau, je n'avais aucune idée. Si j'avais su, mais Alexandre le coupe d'une voix froide comme l'acier. C'est précisément le problème, capitaine. Vous n'avez pas besoin de savoir qui je suis pour traiter quelqu'un avec dignité. Vous avez choisi la facilité, sacrifiant la justice pour apaiser une raciste, et cela est impardonnable. Des mots qui claquent comme un fouet, amplifiant la rage contre l'équipage complice. Et Sophie, larmes aux yeux mais tardives, supplie: Pardonnez-nous. C'était une erreur. Nous suivions le protocole. Une excuse pathétique qui fait hurler de faim nord. Car protocole, un protocole qui protège le racisme, est un crime en soi. Et le couple âgé d'Aden, des larmes de rage et de catharsis dans les yeux, partage: Nous avons été expulsés d'un vol il y a des années pour la même raison, à Orly, parce que nous ne semblions pas à notre place. Et Ciel Bleu n'a rien fait, c'est un pattern. Un témoignage qui ajoute un twist émotionnel, révélant que l'injustice n'est pas isolée mais systémique, faisant monter la Fernor collective contre la compagnie entière, et Julien, frénétique, note: Cela va faire exploser les médias, un CEO noir humilié par son propre équipage. Et Victor, maintenant pâle et silencieux, murmure: Je ne savais pas. Une capitulation lâche qui ne fait qu'amplifier le dégoût, car l'ignorance n'excuse pas le racisme. Et Alexandre, sans perdre une seconde, active sur son téléphone l'Override CEO, une fonction secrète qu'il a implémentée lui-même pour des urgences, et ordonne d'une voix autoritaire: Je commande le retour immédiat au gate, ce vol ne décollera pas tant que justice ne sera pas faite. Un twist fort qui fait trembler la cabine, des exclamations de choc fusant, et le intercom crachote soudain. Contrôle au sol, ordre CEO reçu, retournez au gate immédiatement, confirmant l'ordre, et Élise, paniquée comme une bête acculée, hurle: C'est un abus de pouvoir, vous ne pouvez pas faire ça pour un siège, c'est tyrannique. Une accusation hypocrite qui fait exploser la rage, car abus, elle qui a abusé de son privilège pour voler un siège ose parler d'abus, et Alexandre rétorque: Tyrannique? Non, c'est la justice que vous avez niée, et maintenant elle vous rattrape. Et Pierre, tremblant, enlève son chapeau. Monsieur Moreau, pitié, ma carrière. Mais Alexandre est implacable. Votre carrière est suspendue sur le champ, ainsi que celle de Sophie. Enquête immédiate pour complicité de discrimination. Une sentence qui fait jubiler la cabine, les applaudissements fusant des opprimés, et la mer Noire crie: Enfin, quelqu'un qui agit, amplifiant l'énergie cathartique, mais l'affaire Nord contre Élise culmine quand un twist supplémentaire surgit. L'étudiant, fouillant rapidement sur son téléphone grâce aux vues virales, annonce: Attendez, Élise Beaumont a un historique. Des plaintes racistes contre des employés minoritaires ignorés par Ciel Bleu depuis des années, des forums en parlent, elle est connue pour ça. Une révélation qui la démasque complètement
Élise s'effondrant dans son siège, larmes de rage et d'humiliation. C'est faux. Calomnie. Mais trop tard, les caméras zoomant, le live à 100 000 vues maintenant, les hashtags Ban Élise Beaumont et Reform Ciel Bleu trending mondialement, et Victor, essayant de se distancier, je ne la connais pas vraiment, une trahison lâche qui ajoute au dégoût, et Sophie supplie. Ne nous licenciez pas. Nous n'avions pas le choix. Mais Alexandre tonne. Pas le choix? Vous avez choisi l'injustice. Et maintenant, affrontez les conséquences. Des mots qui font vibrer la cabine d'une Feur Nord justifiée, transformée en triomphe, mais la tension gay qu'un reste. Car le avion roule déjà vers le gate, les lumières du tarmac clignotant comme des yeux accusateurs, et le couple âgé ajoute « Notre fils a été viré d'un job à cause de plaintes comme celle d'Élise, ignorée par les RH français, c'est endémique. » Un témoignage qui approfondit la rage contre le système, inspirant une révolte inspirée par des mouvements comme Black Lives Matter en France ou les manifestations contre les violences policières, et Julien, appelant son rédacteur, c'est l'histoire du siècle, un CEO force son avion à atterrir pour combattre le racisme. Un twist médiatique qui propulse l'affaire au global, et Élise, dernier sursaut d'arrogance. Vous regretterez ça, mes avocats vous ruineront. Mais Alexandre rit froidement. Ruiner le propriétaire? Bonne chance, et la cabine explose en acclamation, l'affaire Nord contre les oppresseurs atteignant un paroxysme Torkung, un ouragan émotionnel qui balaie tout, prêt pour les conséquences du chapitre suivant. Mais ce troisième chapitre, immersif et chargé, a élevé la Caïchtine à des sommets vertigineux, une symphonie de rage française contre l'hypocrisie pour une justice retentissante qui ébranle les fondations. Et pour étendre l'intensité, décrivons les détails. Les mains tremblantes d'Élise serrant son sac Louis Vuitton comme un bouclier futile, les yeux écarquillés de Pierre réalisant sa chute, les larmes de Sophie mélangeant regret et peur, les applaudissements du couple âgé comme un écho de victoire passée, l'étudiant annonçant 200 000 vues, les chaînes TV appellent, un twist viral qui accélère tout, et Julien notant furieusement « Révélation ». Élise a été bannie d'un club privé pour propos racistes, source confirmée, un scoop supplémentaire qui l'a détruit, amplifiant la fin Nord, car historique ignoré, c'est la complicité de la société. Et Alexandre, maître de la scène, déclare « Ce n'est pas fini, Élise, vous êtes bannie à vie de ciel bleu et une enquête sur vos plaintes passées s'ouvre maintenant. » Une sentence qui fait hurler de joie les opprimés, et Élise s'effondre en sanglots. Non, pitié, je ne savais pas qui vous étiez. Mais Alexandre réplique. Exactement, vous ne saviez pas, et vous m'avez traité comme moins qu'humain. C'est ça le vrai crime. Des mots qui perçant l'âme collective, rappelant que la dignité n'est pas conditionnelle, et la cabine, maintenant un temple de justice naissante, vibre d'une énergie électrique, la tension guéquin culminant alors que le avion s'arrête au gate. Des flashs de caméras externes déjà visibles par les hublots, signalant que le monde extérieur est prêt à engloutir cette tempête, et l'affaire Nord-Torkung, forgée dans le feu de l'injustice, se transforme en un cri universel pour le changement, inspiré par l'héritage français de révolution où le peuple a renversé les tyrans, et ici, Alexandre est ce peuple incarné, sa rage notre rage, poussant à imaginer un monde où plus jamais un siège ou une vie ne sera volée par le racisme. Et pour prolonger cette immersion, pensons aux pensées tourbillonnantes d'Alexandre, ses souvenirs de Harvard où on le traitait comme un quota, ses batailles contre des investisseurs français biaisés, inspirés par des figures comme Josephine Baker qui ont défié le racisme en France, et cette révélation n'est pas vengeance mais catharsis, une explosion qui libère la Feur Nord accumulée, et Élise, symbole brisé, murmure. C'est injuste. Je suis la victime ici, un déni qui relance la rage. Car victime? Non. Oppresseur démasqué, et Victor s'éloigne discrètement, mais trop tard, les caméras le capturent, et Sophie pleure. Ma famille dépend de ce job, mais la pitié est absente, car leur choix a blessé tant d'autres, et le couple âgé embrasse. Enfin, nos voix sont entendues. Un moment émouvant qui ajoute des larmes à la rage, et l'étudiant crie « 500 000 vues, les célébrités retweetent ». Un twist celebrity qui globalise, et Julienne, breaking news,
Révélation que Ciel Bleu a ignoré 200 plaintes de discrimination en 5 ans. Sources internes. Un scoop twist qui accuse la compagnie entière, faisant monter l'affaire Nord contre l'institution, et Alexandre confirme « Oui, et je vais tout auditer, tout changer ». Une promesse qui électrise. Et la kitsch Tin Gay Kun atteint l'apothéose alors que les portes s'ouvrent, les médias envahissant. Mais pour l'instant, la cabine est un vortex de émotions. L'infonote kung unfeo purificateur prêt à consommer l'enseignement. Les portes de la cabine s'ouvrent enfin avec un sifflement hydraulique sinistre, libérant une vague d'air frais chargée de chaos imminent, et dehors, sur le jet bridge, une horde de journalistes et de caméras envahit l'espace comme une meute affamée, flash crépitant comme des éclairs dans une tempête de rage collective, car le monde entier a maintenant les yeux rivés sur cette injustice flagrante qui a éclaté dans les cieux de Ciel Bleu, une compagnie aérienne française censée incarner le luxe et l'égalité républicaine, mais révélée comme un nid de racisme structurel pourri jusqu'à la moelle. Et Alexandre Moreau, toujours en hoodie noir, symbolisant maintenant la révolte contre l'oppression, descend le premier, son pas ferme résonnant comme un appel à la justice, mais derrière lui, Élise Beaumont est escortée par la sécurité, son maquillage coulant en traînées noires sur un visage déformé par l'humiliation et la fureur, des huées s'élevant de la foule des passagers attendant dans le terminal. Raciste. Voleuse de sièges. Honte à toi. Des cris qui font bouillir le sang, car enfin, cette arrogante blanche qui croyait le monde à ses pieds est exposée, nue dans sa bassesse, et la faim nord contre elle atteint un paroxysme Tor-Kung, car comment ose-t-elle encore lever la tête? Cette femme qui a nié la dignité d'un homme simplement parce que sa peau est noire, perpétuant un héritage colonial français que la nation feint d'avoir enterré, mais qui ressurgit dans chaque acte de discrimination quotidienne, inspiré par les ombres de l'Algérie ou du Sénégal, où les ancêtres ont souffert sous le joug blanc, et maintenant, ici, à Orly ou Roissy, c'est la même tyrannie masquée sous un statut platine, et Pierre Duval, le capitaine déchu, marche tête basse, son uniforme froissé comme son honneur brisé, murmurant des excuses inaudibles. « Je ne voulais pas ». Mais trop tard, car sa complicité a été filmée, diffusée, jugée par des millions, et Sophie Laurent, larmes ruisselant sur ses joues, s'accroche au bras d'un collègue. « Ma carrière est finie, tout ça pour une cliente ». Une lamentation qui ne suscite aucune pitié, au contraire, elle amplifie la rage, car pour une cliente, non, pour une raciste, pour un système qui priorise le privilège blanc sur la justice, et Victor Lefebvre, ce complice bourgeois qui riait si fort, essaie maintenant de se fondre dans la foule, mais les caméras le traquent. « Monsieur, vous avez soutenu la discrimination. Qu'avez-vous à dire ?» Une question qui le fait transpirer, balbutier. « C'était une erreur, une capitulation lâche qui fait hurler de fer nord, car erreur, c'était du racisme pur, et sa fuite pathétique révèle la lâcheté des élites françaises qui défendent l'inégalité tant qu'elle les sert, rappelant les scandales comme l'affaire des quotas ethniques dans les grandes écoles où l'hypocrisie règne. Et Alexandre, face à la mer de micros tendus comme des lances, s'arrête, sa voix profonde et autoritaire coupant le brouhaha. Oui, je suis Alexandre Moreau, fondateur de Moreau Dynamics et actionnaire majoritaire à 62% de Ciel Bleu Airways. Et oui, j'ai ordonné le retour de cet avion au sol, non pour un simple siège, mais pour un principe fondamental. La dignité humaine ne se négocie pas, surtout pas face au racisme rampant qui infecte notre société. Des mots qui font exploser les applaudissements dans le terminal, mais aussi la rage contre ceux qui ont permis cela, car comment une compagnie française, berceau des droits de l'homme, a-t-elle pu ignorer des plaintes comme celle révélée par Julien Moreau du Figaro, qui crie maintenant dans son micro « Monsieur Moreau, nos sources confirment plus de 300 plaintes de discrimination ignorées par Ciel Bleu en 5 ans, incluant des cas où Élise Beaumont elle-même a harcelé des employés noirs ou arabes sans conséquence. » Un twist accablant qui fait détonner la foule en huées furieuses, Élise s'effondrant sous les flashs. « C'est des mensonges, je suis innocente, mais personne n'y croit.
car les preuves affluent sur les réseaux, des témoignages d'anciens stewards français d'origine maghrébine racontant comment elle les traitait comme des serviteurs inférieurs, amplifiant la fin Nortorkung contre cette femme qui incarne le pire du suprématisme blanc, et Alexandre, impitoyable, annonce. Élise Beaumont est bannie à vie de tous les vols ciel bleu et une plainte pour diffamation et harcèlement racial sera déposée contre elle dès aujourd'hui. Une sentence qui fait jubiler la foule, mais Élise hurle « Vous abusez de votre pouvoir, c'est de la vengeance personnelle », une accusation perverse qui relance la rage. Car vengeance, non, justice retardée pour des milliers qui ont souffert en silence. Et Victor, maintenant cerné par des journalistes. Et vous, monsieur Lefebvre, vos connexions bourgeoises ne vous sauveront pas, votre soutien raciste est viral, il bafouille. Je regrette, je ne suis pas raciste. Un déni qui fait exploser les rires moqueurs et la fureur, car regretter seulement quand exposé, c'est la marque des hypocrites, et la kitsch-teen gayquin culmine quand un twist majeur surgit. L'étudiant asiatique, maintenant une star virale avec son live à 1 million de vues, révèle « Attendez, des leaks internes de Ciel Bleu montrent que Pierre Duval et Sophie Laurent ont couvert des dizaines de cas similaires, y compris un où un passager noir a été forcé en économie pour raison de sécurité et ils ont reçu des bonus pour gestion de clients VIP. Une corruption dévoilée qui fait tonner la foule en cris de démission. Prison, Pierre s'effondrant. C'était le système, pas moi, mais Alexandre tonne. Le système que vous avez nourri. Et maintenant, vous êtes tous deux licenciés sur le champ, avec enquête pour corruption et discrimination institutionnelle. Une purge qui fait vibrer le terminal d'une énergie cathartique, mais la Fernor contre Ciel Bleu monte encore, car Julien ajoute « Nos analystes boursiers signalent une chute de 15% des actions de Ciel Bleu en 1 heure. Les investisseurs fuient cette compagnie toxique. » Un twist financier qui expose la vulnérabilité du système capitaliste français complice, où l'argent prime sur l'humanité, rappelant des crises comme celle de Renault avec ses discriminations internes, et Alexandre, maître de la scène, révèle un plan secret. Mais ce n'est pas la fin. C'est le début d'une révolution. Moro Dynamics déploie dès demain un système anti-discrimination global, intégré à tous les logiciels de vol, avec reporting transparent et IA pour détecter les biais, et je force Ciel Bleu à l'adopter, inspirant Air France, EasyJet, toute l'industrie à suivre, où ils couleront. Un twist visionnaire qui transforme la rage en espoir furieux, car enfin, un leader noir réécrit les règles, défiant les élites blanches qui ont dominé l'aviation depuis les frères Wright, et la foule acclame « Moreau, justice !» Mais Élise, traînée par la sécurité, crie une dernière fois « Vous détruisez des vies pour votre ego », une insulte finale qui fait exploser l'affaire Nord. Car ego? Non, c'est pour les vies détruites par des comme elle. Et Victor, maintenant harcelé par des activistes, votre entreprise va boycotter, monsieur le complice. Il fuit, poursuivi par des caméras, une chute humiliante qui amplifie le triomphe. Et tandis que Sophie et Pierre sont emmenés pour interrogatoire, des employés de Ciel Bleu dans le terminal murmurent leur soutien. Enfin, quelqu'un ose, nous avons vu tant d'abus ignorés par la direction parisienne. Un twist interne qui révèle la pourriture profonde, inspirant une rage contre les hiérarchies françaises rigides où les syndicats protègent les coupables, et l'étudiant, devenu activiste instantané, lance une pétition live. Signée pour des réformes nationales contre le racisme aérien. Déjà 100 000 signatures, un mouvement qui propulse l'affaire au-delà, et Julien publie son article viral. Le CEO noir qui a cloué au sol le racisme. Ciel Bleu en crise, une leçon pour la France, un scoop qui fait trembler les ministères, car même le gouvernement, avec ses lois anti-discrimination inappliquées, est éclaboussé, rappelant les débats à l'Assemblée sur les contrôles aux faciès, et Alexandre, face aux caméras, conclut avec une voix chargée d'émotions furieuses. Ce n'est pas seulement mon combat, c'est celui de tous ceux qui ont été niés, relégués, humiliés, des banlieues de Paris aux vols internationaux. Nous ne nous tairons plus. Et si une compagnie, une nation, ose ignorer cela,
elle s'effondrera sous le poids de la justice populaire. Des mots qui font déferler les applaudissements comme un ouragan, transformant l'affaire Nour en un cri unifié pour le changement, mais un twist final surgit quand un leak anonyme révèle. Ciel Bleu avait un programme secret de priorité VIP basé sur des profils raciaux codés par des algorithmes biaisés, une corruption algorithmique qui fait exploser la rage contre la tech française complice, comme chez Google France, avec ses biais IA. Et Alexandre promet. Je démantèle tout, et j'invite les rivaux à rejoindre ou périr. Une déclaration qui secoue l'industrie, des CIO paniqués appelant des réunions d'urgence, et Élise, maintenant persona non grata, disparaît dans la foule sous les huées, son empire de privilèges effondré, tandis que Victor voit son LinkedIn inondé de boycotts. Et Sophie, Pierre face à des procès, pleurent leur chute, mais la pitié est absente, car leur complaisance a blessé tant, et le couple âgé, larmes aux yeux. Notre génération a lutté avec Fanon et Césaire, et maintenant, vous portez le flambeau. Un hommage qui ajoute de l'émotion à la rage et l'étudiant, maintenant porte-parole. Nous lançons une fondation anti-racisme aérien. Rejoignez-nous. Un mouvement naissant qui globalise, et Julien. Demain, la une du Figaro, la révolution du siège 2 ampères. Comment un hoodie a changé la France? Un impact médiatique qui propulse Alexandre comme symbole, mais il reste humble. Je ne suis qu'un homme qui a dit non, et vous tous pouvez le faire, inspirant une Fär Nour transformatrice, une Kitsch-Ting-Geken qui culmine en révolution, la France entière bouillonnant contre l'injustice, prête à renverser les vieux ordres, car si un siège volé peut faire tomber des empires, imaginez ce que des millions de voix unies peuvent accomplir. Et pour intensifier cette fin, imaginons les détails, les actions de Ciel Bleu chutant de 20% supplémentaires, des manifestations spontanées à l'aéroport avec des pancartes justice pour Alexandre. Pas de racisme en vol. Des célébrités françaises comme Omar Sy tweetant leur soutien, amplifiant le viral à des milliards de vues, et un twist ultime, Alexandre révèle un partenariat secret avec des ONG comme l'ICRA pour un audit national des compagnies aériennes, forçant le gouvernement à légiférer, une victoire qui fait hurler de joie, mais la rage persiste contre ceux qui résistent, comme des lobbyistes blancs paniqués. C'est excessif, mais non, c'est nécessaire, et Élise, dans un communiqué pathétique. Je m'excuse, c'était une erreur. Un regret forcé qui ne fait qu'alimenter la fureur. Car trop tard, et Victor perd son job dans une firme bourgeoise, une chute méritée, tandis que Sophie et Pierre font face à des poursuites pénales pour corruption révélée par l'enquête. Ils ont falsifié des rapports pour couvrir des VIP racistes. Un scandale qui ébranle, et Alexandre, dans une salle de réunion d'urgence, impose « Changement total, où je vends mes parts et coule la compagnie ». Une menace qui terrifie les exécutives. Et la Fär Norrtorkung se mue en un feu purificateur, nettoyant les cieux français de leur poison, inspiré par les révolutions de 1789 ou 1968, où le peuple a dit non à l'oppression. Et ici, Alexandre et ce peuple, son histoire un chapitre nouveau dans la lutte pour l'égalité vraie, où plus jamais un Udi ne sera jugé, où la dignité triomphe et le monde, ému et furieux, se lève pour changer. Et pour étendre cette catharsis, pensons aux répercussions des hôtels, banques, hôpitaux français adoptant le système de Moreau par peur du backlash, des enfants dans les écoles apprenant cette histoire comme une leçon contre le racisme, des graffitis à Paris représentant Alexandre en Udi comme un héros moderne, et Élise, recluse, harcelée par sa propre honte, symbolise la fin d'une ère, tandis que l'étudiant fonde un mouvement mondial, Julien gagne un prix pour son reportage, le couple âgé voit leur fils réhabilité dans un job perdu, et Alexandre, seul à sa fenêtre surplombant la scène, sourit. La rage a gagné, mais le combat continue, une conclusion qui laisse la Fär Nour vivante, prête pour de nouveaux fronts, une Kitsch-Ting éternelle dans la quête française pour une république vraiment égalitaire, où la liberté n'est pas un vain mot, mais une réalité pour tous. L'histoire d'Alexandre Moreau, cet homme noir en Udi, PDG et actionnaire majoritaire de Ciel Bleu Airways, confronté à une injustice raciale dans la cabine première classe de son propre avion, est bien plus qu'un simple incident aérien.
C'est un miroir tendu à la société française, révélant les fissures profondes d'un système qui, malgré ses idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, continue de tolérer le racisme et le privilège blanc sous des formes insidieuses. Cette saga, chargée de Fëanor-Torkung, de tensions dramatiques et de révélations explosives, touche au cœur de l'âme française, un peuple façonné par des révolutions et des luttes pour la justice, de 1789 à mai 68, en passant par les combats anticoloniaux d'Aimé Césaire ou de Frantz Fanon. À travers cette histoire, nous ressentons une rage brûlante, mais aussi un espoir fervent pour un changement radical, et nous pouvons tirer des leçons profondes pour transformer nos vies et notre société. L'émotion première qui surgit en suivant cette histoire est une colère viscérale, une Fëanor-Torkung face à l'arrogance d'Élise Beaumont, qui, drapé dans son statut de membre platine, ose nier le droit légitime d'Alexandre à son siège, simplement à cause de sa peau noire et de son apparence modeste. Cette injustice, amplifiée par la complicité de l'équipage, Pierre Duval et Sophie Laurent, et du passager bourgeois Victor Lefebvre, reflète une réalité douloureuse en France. Le racisme structurel persiste, caché derrière des sourires polis, des protocoles biaisés et des privilèges hérités. Chaque insulte, chaque regard méprisant, chaque tentative de réduire Alexandre à un intrus ou un fauteur de troubles fait bouillir le sang, car elle rappelle les expériences vécues par tant de Français issus de minorités, des contrôles aux faciès dans le métro parisien, aux discriminations dans les entreprises ou les écoles. Cette rage est universelle, car elle touche à la dignité humaine, un principe sacré dans la culture française, hérité des Lumières et de la Déclaration des droits de l'homme. Mais au-delà de la colère, l'histoire d'Alexandre inspire une admiration profonde. Sa retenue face aux provocations, sa capacité à transformer l'humiliation en une révolte contrôlée et son courage à utiliser son pouvoir de PDG pour forcer un changement systémique sont des qualités héroïques. Alexandre incarne une figure moderne du résistant, rappelant des héros comme Jean Moulin ou des intellectuels comme Sartre, qui ont défié l'injustice par la parole et l'action. Sa révélation, qu'il est le propriétaire majoritaire de Ciel Bleu, est un coup de théâtre qui non seulement humilie les arrogants, mais redonne espoir à ceux qui se sentent écrasés par le système. Cette histoire nous rappelle que le pouvoir véritable ne réside pas dans un costume ou une carte platine, mais dans la conviction et l'intégrité. Leçon à appliquer dans la vie quotidienne. Ne jamais rester silencieux face à l'injustice. Alexandre aurait pu accepter le compromis proposé par l'équipage pour éviter le conflit, mais il a choisi de dire non. Dans nos vies, que ce soit face à une remarque raciste dans un café, une discrimination au travail ou une injustice dans la rue, nous devons trouver le courage de parler, même si c'est inconfortable. En France, où la devise républicaine exalte l'égalité, rester silencieux équivaut à être complice. Comme Alexandre l'a dit, le silence est complicité. Appliquons cela en dénonçant les micro-agressions quotidiennes, en soutenant les victimes et en refusant de céder à la pression du calme au détriment de la justice. Utiliser son pouvoir, quel qu'il soit, pour le bien. Alexandre, en tant que PDG, a utilisé son autorité pour forcer un avion à retourner au sol et lancer une réforme anti-discrimination. Chacun de nous possède un pouvoir, même modeste, une voix sur les réseaux sociaux, une influence dans une association ou simplement une conversation avec un collègue. Inspirons-nous de l'activisme français. Des gilets jaunes aux mouvements comme SOS Racisme. Pour utiliser nos plateformes, petites ou grandes, pour amplifier les voix des opprimés et exiger des changements concrets. Éduquer et sensibiliser sans relâche. L'histoire révèle que le racisme d'Élise et la complicité de l'équipage sont enracinés dans l'ignorance et les biais inconscients. En France, où l'éducation est un pilier, nous devons nous éduquer sur les réalités du racisme systémique, lire Fanon, écouter des témoignages de minorités ou participer à des ateliers comme ceux de la LICRA. Appliquons cela en partageant des histoires comme celle d'Alexandre avec nos amis, en famille ou en ligne, pour briser les tabous et ouvrir les yeux des privilégiés. Construire des systèmes équitables. Alexandre a imposé un système de reporting transparent pour les discriminations. Dans nos vies, nous pouvons pousser pour des politiques équitables dans nos écoles, entreprises ou communautés.
Que ce soit en demandant des audits sur les pratiques RH, comme dans l'affaire des discriminations chez L'Oréal, ou en soutenant des lois anti-discrimination plus strictes, nous pouvons bâtir un avenir où personne n'est jugé sur sa peau ou ses vêtements. Cette histoire d'Alexandre Moreau n'est pas seulement un récit, c'est un appel vibrant à la révolte contre l'injustice, un cri pour une France fidèle à ses idéaux. Si cette rage contre le racisme vous brûle, si l'espoir d'un changement vous inspire, alors agissez maintenant. Likez cette vidéo pour montrer que vous refusez le silence face à l'oppression. Partagez-la avec vos amis, votre famille, sur Twitter, Instagram, partout, pour que le monde entende ce cri pour la justice. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rater aucune histoire qui défie les systèmes pourris et donne voix aux opprimés. Et surtout, dans les commentaires, écrivez « Justice pour Alexandre ». Oui, tapez ces mots exacts « Justice pour Alexandre » pour rejoindre des millions dans ce mouvement, pour montrer que la France, berceau de la liberté, ne tolérera plus le racisme. Ensemble, faisons trembler les cieux et les cœurs, car, comme Alexandre l'a prouvé, un seul nom peut changer le monde.